Salut la gang, bienvenue à ce 61e épisode de Femmes de fer où je reçois l'autrice et vice-présidente expérience et contenu chez Cossette, Chris Bergeron. Son nouveau et premier livre est un roman autobiographique de science-fiction où Chris nous amène dans le parcours d'une femme trans qui doit survivre dans un monde contrôlé par un algorithme. Alors, son livre s'appelle Valide. Il m'a touché droit au cœur. Je pense que ça va paraître durant l'entrevue. Et je jase avec elle de cinéma, de création, mais également de la réalité et la fragilité d'une personne trans. On l'écoute dès maintenant. Bienvenue à Femmes de fer, le podcast qui vous aide à atteindre vos rêves les plus fous. Je suis votre animatrice Sophie Montminy, rédactrice, productrice et momtrepreneur qui veut toujours tout connaître sur tout. Je vous invite à vous joindre à moi chaque semaine où je m'entretiens avec des femmes inspirantes. Chaque jour, elles atteignent leur plein potentiel et elles vous donnent leurs secrets pour vous aider à réaliser vos objectifs. Vous êtes prêtes? Let's go! Salut Chris! Salut! Ça va bien? Ça va bien, toi, merci de m'avoir invité. Merci à toi d'avoir pris le temps aujourd'hui de me parler. Je pense que tu le vois, là, je suis vraiment, vraiment énervée de te parler parce que j'ai ton livre, évidemment, en main. Je bois tes mots depuis que je l'ai. Il y a des moments où j'ai pris ton livre, je l'ai posé et j'ai fait comme « Ouh! » Tu viens de toucher une corde sensible en moi. Il y a tellement de choses que j'ai le goût de te parler. J'ai plein de questions. Donc, pour moi, c'est vraiment un honneur de te recevoir aujourd'hui. T'es très, très gentil. Je sais pas quoi dire quand on fait des compliments sur le bouquin. Alors je rigole comme une gamine de 5 ans. Alors, on dit merci, on prend le compliment. Puis voilà. Avant de commencer, évidemment, de parler de ton bouquin en tant qu'autrice, je veux quand même positionner les gens qui nous écoutent, qui ne te connaissent pas, parce qu'évidemment, tu es aussi vice-présidente expérience et contenu chez Cossette. Et ça, pour moi, déjà là, en partant, c'est un gros poids dans l'univers ici à Montréal. Donc, peut-être juste pour mettre en quelques mots, pour que les gens comprennent qui tu es. Mon parcours un peu professionnel, peut-être d'abord, parce que à la limite, c'est ça qui a pris je suis assez workaholic, donc c'est ma vie, c'est mon parcours professionnel. Ouais. Je veux dire. J'ai commencé assez jeune quand j'étais à l'université avec le journalisme. Donc j'étais journaliste, j'écrivais pigiste, j'écrivais à la presse, je faisais des critiques de discothèques. Oui. Dans les années 90, dans un cahier qui s'appelait le Cahier Sortir. Et puis je faisais un petit peu de radio à Radio-Canada International aussi. Donc ça, c'était pendant mes études. Et de là, bon, j'ai bouncé un petit peu comme on fait quand on est jeune. Et éventuellement, à la mi-vingtaine, je me suis retrouvé au Journal Voir. Et là, j'ai passé 10 ans au Journal Voir, dont 5 comme rédac-chef national, c'est-à-dire que je dirigeais à l'époque le réseau. Il y avait des journaux dans toutes les grosses villes du Québec. Et c'était une super équipe avec plein de journalistes qui sont aujourd'hui à la tête de pas mal de magazines, des gens comme Joanie Pietracoupa, en tout cas. Puis après, ça n'a plus marché tant que ça entre moi et le patronat. Puis bon, c'était un journal qui avait des défis comme tous les magazines, toutes les publications depuis déjà une dizaine d'années. Donc, je suis allé en pub. Je suis allé en pub pour 2 raisons. D'abord parce que je considérais que c'était le moment pour moi de faire ma transition de genre. Et j'avais l'impression qu'en journalisme, ça allait être difficile pour moi de trouver une place. Ah oui? Surtout au niveau de rédac-chef. Je crois pas que les médias étaient prêts à l'époque d'avoir une tête d'affiche trans. OK. Ça, en fait, je le sais. C'est pas que je le crois, c'est que c'était le cas il y a 10 ans. C'est peut-être même encore le cas aujourd'hui, pour être honnête. J'ai dû me recycler. Alors, je suis allé en publicité, c'est-à-dire que j'ai pris un certain nombre j'ai regardé dans ce que je savais faire, qu'est-ce que je pouvais amener dans une autre industrie sans trop avoir à jouer les imposteurs. Et donc, il me semblait que la pub, surtout dans le domaine du contenu, parce que c'était la naissance des réseaux sociaux, c'était la naissance des stratégies de contenu en ligne et tout ça, me semblait être le meilleur choix. Donc, j'ai travaillé chez Sidley pendant 3 ans comme directeur à l'époque des contenus et ensuite d'essai comme directeur de création. Et puis, je suis allé chez Cossette. Et chez Cossette, je me suis retrouvé dans un environnement assez ouvert, assez accueillant pour que finalement, je puisse officialiser ma transition. C'était la première fois?
que tu ressentais ça, cette acceptation-là, Oui, cette absolument. ouverture-là? Absolument. Avant, j'avais reçu, comment dire, de l'acceptation, mais pas de l'encouragement, ce qui n'est pas la même chose. Ouais. Parce que quand on fait une démarche aussi difficile, il faut être encouragé. Mmh. Ça suffit pas d'être accepté ou Mmh. toléré. Il faut être Mmh. encouragé. Il faut qu'il y ait Ouais. quelqu'un qui dise on sait que c'est dur, mais on va t'aider. Tu as senti ce support-là chez Cossette? Oui, 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 j'ai senti ce. Et puis tout ce qu'il faut, c'est quelques personnes. Hein. Mmh. Je dis pas que c'était 100% de l'entreprise à chaque moment de ma vie, c'est pas ça. Mmh. Mais il y avait des personnes clés à des postes clés qui ont montré de manière tout à fait gratuite une belle compréhension Mmh. ou en tout cas une volonté de comprendre. Ouais. Ça, c'est déjà bien suffisant. Est-ce que tu as senti une liberté Ah oui, quand tu as vu certaines personnes ailleurs de ton réseau te dire oui, vas-y, on te supporte? Quand la présidente de COSED, Mélanie Donne, m'a dit je vais te présenter en femme à certains clients. Ouais. Parce que c'est ça que je vois et c'est ça que tu es. Avant même que je commence à prendre mes hormones, pour moi, ça a été une révélation absolue. Aucun patron, et je dis patron parce que je pense qu'il aura fallu une femme pour que je trouve ce genre de compassion-là. Aucun patron ne m'a jamais dit ça aussi clairement. Tu es bien positionné chez Cossette. J'ai même vu, en fait, qu'on t'a fait une certaine surprise en te nommant vice-présidente après un retour de congé maladie. Est-ce que c'est... C'est vrai, j'avais fait un burn-out, j'avais beaucoup travaillé sur un compte, beaucoup d'allers-retours Montréal-Toronto presque toutes les semaines. Ça, plus la transition, j'étais en tout début de transition, donc mon corps était en train de s'habituer aux hormones. C'est un processus dur sur le corps. Et donc, voilà, j'ai peut-être fait un peu trop et je me suis retrouvé en burn-out. Et quelques mois après mon retour de burn-out, en effet, j'ai été nommée vice-présidente. J'ai trouvé ça intéressant parce que là où d'autres auraient vu une forme de faiblesse, eux, ils ont vu une force et une capacité à rebondir. Et là, en ce moment, je suis aussi dans une sorte de nouveau virage. Justement, j'ai exprimé récemment que j'avais envie peut-être de m'intéresser un peu moins directement à ce qui est contenu, réseaux sociaux et tout ça, et de travailler un petit peu plus sur la diversité, sur des projets qui font avancer la diversité autant à l'interne qu'à l'externe à travers des campagnes publicitaires. Et donc, c'est ça que je vais faire. Donc, il y a toujours eu une écoute à chaque moment de ma vie, même si c'est pas tout le temps tout rose, même si on n'est pas, je crois qu'on n'est ni les meilleurs ni les pires en termes de diversité ou en termes d'accueil, mais au moins j'ai trouvé dans cette boîte-là des gens qui m'écoutent. Est-ce que c'est un appel pour toi de te dire, là, faut que je me mette de l'avant ou que je m'affirme en tant que personne et que je fasse la différence? Oui, en même temps, je veux dire, je suis pas non plus, c'est pas sainte cri-cri, priez pour nous, quoi. Non, parce que faut faire attention par rapport à ça. Je veux pas surjouer mon rôle. Il y a une responsabilité que j'ai eu un certain succès professionnel de dire bon bah comment est-ce que je peux prendre cette plateforme-là, changer des choses qui me dérangent moi aussi personnellement, pas juste pour l'ensemble des personnes trans ou des personnes issues des divers groupes culturels. Bah j'ai pas le choix parce qu'il y a plein de gens qui ont pas cette chance-là, quoi. Il y a plein de gens qui n'ont pas cette chance-là, puis il y a plein de gens qui sont des... Moi, je parle régulièrement à des personnes trans qui sont dans l'entreprise et qui souffrent. Qui souffrent de ne pas pouvoir être eux-mêmes, qui ont du mal à être écoutés, qui ont du mal à surtout monter dans les échelons. Ce qui m'intéresse, c'est regarder ce qui, dans mon parcours, a permis ce parcours et d'essayer de faciliter la reproduction de ce parcours-là, donc d'en faire un modèle, quoi, et de parler de ce modèle à pas mal d'entreprises. C'est ça qui m'intéresse aujourd'hui. Est-ce que c'est ce que j'aime faire? Est-ce que c'est ça ma passion? Non, moi, ma passion, ça aurait été, comme je le dis toujours, d'être journaliste, d'être derrière un micro, de parler à des gens, de faire des entrevues et tout ça. Mais cette porte, elle est fermée. Donc, autant être utile. Pourquoi tu dis que cette porte est fermée? Ben parce qu'elle est fermée. Elle s'est jamais ouverte. Assurément, oui. Ah ben, je crois, oui. Et pourquoi ça changerait pas? Ben peut-être ça changera un jour, mais maintenant pour moi c'est un peu. Peut-être qu'un jour je ferai des collaborations ici et là. C'est pas ça le truc, mais je crois que aujourd'hui je pourrais pas redevenir journaliste. Puisque j'ai travaillé 10 ans en pub. Mais j'aimerais quand même t'amener à dire que tu viens d'ouvrir une porte avec ton roman. Alors, j'ouvre une nouvelle porte qui est très intéressante. Oui. Parce qu'elle c'est pas une porte
qui dépend des autres tant que ça, à part d'un public, à part du lectorat possible. Et ça, j'aime beaucoup ça. Oui. Et ça, c'est une porte qui j'espère, va rester ouverte longtemps. J'ai envie d'écrire. Mon rêve, c'est plus d'être journaliste aujourd'hui. Mon rêve, ça serait de dire, dans 10 ans, que les gens disent, tiens, ça c'est Chris Bergeron, l'autrice. Oui. Et pas l'ex-rédac-chef du Voir, et pas la publicitaire, juste Chris Bergeron, l'autrice. Ça me ferait vraiment, vraiment plaisir. Mais j'aime beaucoup ce que tu dis parce que en fait, t'en parles aussi dans ton roman à quel point tu étais à la place, de la personne qui interviewait les artistes et que les artistes étaient remplis de doutes et que toi, ça t'intriguait. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est la personne dans le roman qui dit ça? J'étais quand même curieuse de comprendre si toi, tu te voyais comme ça quand t'interviewais les artistes. Ça, c'est assez vrai. Oui. Oui, parce que maintenant, tu es rendu de ce côté-là. Tu es rendu cet artiste qui se fait interviewer. Tu as passé de l'autre côté, peut-être sans t'en rendre compte ou... Depuis quelques jours, ouais. Quelques jours, je suis passé de l'autre côté du miroir. En fait, ce qui est très marrant, c'est que maintenant, dans le livre, je dis la parole des artistes est une surface glissante. Oui. Parce que quand on est journaliste, fait des entrevues avec des artistes, on essaie de percer leur secret de création. Oui. On s'attend à ce que les artistes soient logiques, soient des gens qui ont une sorte de système de création qui fait que tout dans leur univers se tient, est cohérent et que c'est facile à expliquer cet élan créatif. Oui. C'est intéressant d'y aller un petit peu à tâtons, quoi. Oui. J'aime quand les artistes dans les entrevues se contredisent et qu'un artiste ait dit quelque chose à telle année et quelque chose d'autre l'année suivante parce qu'on voit là l'évolution de la personne aussi. Au début, je me disais, il faut que je fasse attention à ce que je dis dans les entrevues, faut pas que j'ai l'air trop bête, faut pas que je dise de conneries. Je me rends compte que pour que le processus d'entrevue soit intéressant, il faut se livrer, quoi. Oui, absolument. Ouais. Là, est-ce que je peux te poser la question si tu es rempli de doutes? Oh boy, oui. Je veux dire, je suis à 80% de doutes, là. Ouh! Je suis Pourquoi? que du doute. Je doute de tout le temps, moi. J'ai souvent le sentiment d'être poche, de pas être bonne dans ce que je fais, mais vraiment, vraiment, vraiment souvent. Tout le temps à la recherche d'une forme de validation. C'est peut-être pour ça que le livre s'appelle Valide. Et tu l'as écrit en gros rose valide, donc voilà. Que se confirmer. Si c'était mon état d'esprit, il y aurait un point d'interrogation. C'est comme valide, s'il te plaît, le suis-je? Tu vois, j'ai toujours du doute. Alors, j'ai du doute au travail en permanence. J'ai des grands moments d'angoisse, c'est-à-dire que j'ai tout le temps mal au ventre, je dois prendre des petites pilules bleues. Vraiment, c'est le doute, c'est quelque chose avec lequel je vis en permanence. Mais je pense que c'est ça les métiers créatifs aussi. Et surtout quand on arrive à la mi-quarantaine. Parce que c'est souvent, moi, je travaille dans un univers qui carbure à la jeunesse. Donc, est-ce que je suis encore up-to-date? Est-ce que je suis encore dans la culture? Est-ce que je sais vraiment ce qui se passe? Ouais. Donc, ça, ce sont des doutes. Et c'est très drôle parce que je doutais moins quand j'étais dans le rôle d'un homme straight. Parce qu'il fallait juste suivre un parcours. Tout ce qu'il fallait faire, c'est bien travailler, se pointer au travail, bien travailler, bien écrire, bien gérer un journal. Et après ça, tu devenais rédac-chef. C'est tout ce que tu as à faire quand tu es un homme blanc. C'est survivre au quotidien. Alors qu'en tant que femme trans, il y a toutes sortes d'autres éléments autour qui viennent affecter ma performance. Ça peut être un niveau de fatigue, ça peut être le poids. Le matin, quand je vais au travail, si un matin, quelqu'un me regarde de travers, ça m'affecte pour toute la journée. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas à vivre avec ça, même si tout le monde a ses emmerdes. Ouais. Et puis le doute dans l'écriture, évidemment, c'est mon premier roman. Alors, quand je l'ai vu imprimer l'objet et puis que j'ai commencé à lire 2-3 pages et que j'ai vu des choses que j'aurais aujourd'hui écrites bien différemment et mieux. Ouais. Alors là, je regarde le livre, je dis, il n'est pas aussi bien qu'il aurait pu être. Oui, mais ça veut dire que tu as grandi depuis que tu as écrit ce livre-là et ce livre-là était nécessaire pour passer à un autre roman. Écoute, j'ai le goût de te lire un passage, en fait, qui m'a bouleversée ce matin. Tu parles des femmes et tu parles du corps des femmes. Et que tu dis, ce qui nous distingue des hommes, je crois plus que jamais, c'est le fait que nous n'avons pas le droit de prendre congé de la perception de notre corps. Et ça m'a vraiment bouleversée parce que t'as mis des mots sur quelque chose que moi je ressens depuis toujours et j'étais pas capable de comprendre ce que ça voulait dire. Ayant vécu dans le corps d'une femme depuis le début, j'ai jamais vu ce changement-là de vision de personne sur moi. Je l'ai toujours ressenti, dans le fond,
ce poids-là du corps? Ce qui a été une grande surprise pour moi quand j'ai fait la transition et que j'ai commencé à marcher dans la rue. Et je pense qu'en tant que femme trans, les femmes trans viennent générer des réactions qui sont évidemment une forme de misogynie. On fâche les hommes, ou beaucoup d'hommes, juste par notre existence. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des quolibets, des insultes ou des regards de travers dans la rue. Ce que je me suis rendu compte et que je ne savais pas quand je vivais dans la peau d'un homme, c'est qu'on vit dans un état policier. J'allais dire une dictature, mais c'est pas loin, parce que partout, il y a le regard des hommes. Et ce n'est pas un regard si bienveillant qu'on le croit. Il y a énormément de jugements. Il y a dans la rue beaucoup de gens qui envoient le message « reste à ta place » ou « là tu déranges ». Et c'est pas une fois de temps en temps. Et vraiment, j'étais avant de l'école, ben non, les gars, ça va, il n'y a pas de problème, tout va bien. Pas du tout. Pas du tout. On traverse le truc et on se rend compte que c'est impossible de prendre congé du regard des hommes. Impossible. Les femmes ne regardent pas le monde de cette manière-là. Je le vois pas, je le vois de temps en temps. Des fois, je tombe sur une Karen qui me regarde de travers. Je veux dire, oui, ça arrive, mais il n'y a pas une peur associée avec. Il n'y a pas cette espèce de violence sous-jacente. J'ai pas peur. Je suis déçu quand une femme me regarde méchamment. J'ai déjà eu une femme qui m'a craché au visage. Évidemment, ça me blesse, je suis déçu. Alors que très, très souvent, quand je vois un groupe d'hommes, des groupes d'ados bruyants, oh, non, hein, bon, ça, j'ai eu droit à ça, mais je me souviens, même une fois, je me baladais à Paris, j'étais dans un très, très beau quartier à côté de l'hôtel Crillon. Il y avait un homme d'affaires, tu vois le truc, là, le beau costard et machin. Ouais. Il me voit passer, voilà, comme ça, puis oh putain, un travelot. Un mec qui doit se faire 4 fois mon salaire, qui doit être un chef d'entreprise de je sais pas quoi. Et donc, c'est de toutes les origines, de tous les milieux, partout. Ce regard-là, il est universel et c'est dommage. Et est-ce que tu crois que c'est en voyant ça, en vivant ça, que tu peux partager ça aux gens en entreprise pour qu'ils changent peut-être un peu leur façon? Oui, parce que en entreprise, souvent, ce qu'on entend, c'est moi, je pense pas qu'il y a de problème. En tout cas, moi, je l'ai jamais vu. J'ai jamais senti qu'il y avait de racisme ou de sexisme ou de transphobie. Moi, je vois pas de quoi tu parles. Je l'ai jamais vu. Évidemment que tu l'as jamais senti. Maintenant, va mettre une robe, balade-toi dans la rue et tu vas voir. On se rappelle. Oui, c'est ça. Je crois pas que c'est par méchanceté, mais il y a des choses qu'il faut vivre pour comprendre. Et à défaut de les vivre, parce qu'évidemment, on peut pas vivre tout pour tout le monde. Alors, dans ce cas-là, il faut écouter et il faut être ouvert au témoignage des gens. Donc, c'est pour ça que moi, je témoigne beaucoup. Il y a plein de choses que je fais pas. Je suis pas une activiste. J'ai essayé là, d'être dans des organisations, j'y arrive pas, j'ai pas le temps, je le fais mal, ça. Je sais que la seule chose que je sais faire et qui arrive à toucher un petit peu les gens, c'est parler. Alors, c'est ça que je fais. C'est mon modeste talent et il sert à ça. Les hommes devraient apprendre plus à écouter. Très souvent, il y a une forme de défensive. Quand on leur parle de partager un petit peu l'espace, très, très vite, c'est « oui, mais moi »,« oui, mais nous »,« not all men ». Est-ce que ça veut dire que j'ai plus ma place? Très, très rapidement, là, dans ce genre de conversation, ça arrive dans les premières minutes. Et ce qui est très étonnant, je comprends pas comment ça se fait que des gens qui sont dans une situation quand même de pouvoir et d'influence se sentent aussi fragilisés par le fait que d'autres personnes veuillent essayer d'être un petit peu dans la lumière avec eux. Ils ne veulent pas partager la lumière, alors que dans le fond, il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde, évidemment. Ouais. Plongeons encore plus dans ton roman, parce que je dois avouer que moi, je suis une cinéphile. J'ai étudié là-dedans et en fait, j'ai même écrit dans le temps pour le voir. Alors, je me demande si nos parcours se sont pas croisés, ça se pourrait. J'ai tellement adoré le fait que tu mettes plein de références à des films. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi quand tu mets des références de films dans ton roman? Est-ce que tu viens appuyer un point? Ça fait partie de toi? Est-ce que certains films t'ont tellement touché, qui t'ont fait comprendre des choses? Absolument, je crois que quand on n'est pas exactement comme les autres, mais tout le monde est différent, bien évidemment, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais quand on a une différence assez marquée comme être trans, il y a peut-être une forme de solitude qui s'installe parce que c'est rare de trouver des gens, de parler à des gens qui nous ressemblent.
Hein, il y en a pas beaucoup. L'imagination devient quelque chose d'extrêmement important. Et je sais que moi, je me suis réfugié et je continue à me réfugier dans la lecture, dans la science-fiction, dans les films de super-héros, dans la guerre des étoiles, dans tous ces univers-là, parce que je trouve que c'est des univers qui sont plus chouettes que le vrai monde. Quand je vis des choses, je me remémore des histoires, ça devient des divinités mineures pour moi. J'ai amené ces univers-là dans mon livre, d'abord peut-être pour me donner un petit peu de courage, le courage d'écrire. Donc, je me suis appuyé sur les œuvres des autres pour pouvoir construire la mienne. Il y a plein de livres qu'on aime lire justement parce qu'il y a des références à la musique, à la culture. Ça place dans une époque tout de suite. Il suffit d'évoquer une chanson pour que l'atmosphère se pose. Je pense au roman de Nick Hornby, par exemple, High Fidelity, dans lequel on parle beaucoup de musique. Ce genre de littérature-là est très, très intéressant. Donc, je voulais écrire un petit peu ça aussi, un roman qui a une ambiance et qui passe d'une ambiance à l'autre. Et en effet, évoquer un film ou une chanson, c'est vraiment une façon de planter le décor de manière très, très efficace. Absolument. Ça ramène tout de suite des images très, très claires dans notre tête et des moments aussi dans le temps. Science-fiction. Merci d'avoir amené la science-fiction dans ma vie québécoise, en fait, parce que je dois avouer que la science-fiction, je la vis beaucoup via les films, majoritairement américains. Ça me faisait du bien de voir un roman de science-fiction québécois. Premièrement, la science-fiction, pour moi, est très, très difficile à amener parce qu'il faut inventer un monde, il faut inventer toute une façon d'être un peu. Chaque élément, il faut l'amener plus loin, il faut voir les maisons plus loin, il faut voir les personnages plus loin, il faut voir... toi, ici, c'est l'algorithme, le robot qui prend en charge tout un monde, en fait, après toutes les catastrophes qui se sont passées, autant... au niveau de la santé qu'au niveau de l'environnement. Qu'est-ce qui t'attirait vers cette science-fiction-là? D'abord, je crois que, alors sans en avoir le talent, évidemment, je suis plus proche d'un William Gibson que de Arthur C. Clarke ou N.K. Jemisin ou ce genre d'auteurs ou d'autrices qui créent des mondes entiers. Moi, c'est de l'anticipation, c'est-à-dire je regarde ce qui se passe aujourd'hui et je me dis, OK, la technologie dans 30 ans, elle sera où si on reste à peu près dans la lignée de ce qu'on fait en ce moment. Évidemment, aujourd'hui, les algorithmes sont en train de nous formater le cerveau. On peut imaginer que ce sera encore pire dans 30 ans. L'intelligence artificielle, les spécialistes disent qu'il n'y aura pas encore d'intelligence artificielle douée de raison dans 30 ans, mais on ne sait jamais. Donc ça, c'est peut-être l'aspect science-fiction. En effet, il y a une personnalité autour de l'intelligence artificielle. Je place dans 30 ans le balbutiement de ça, c'est-à-dire qu'il y a un algorithme qui a déjà une personnalité de la même manière que Alexa a une personnalité. Le personnage vit dans une sorte de ferme à souvenirs où l'on récolte les souvenirs des vieilles personnes. Donc, je le place dans un moment de transition, au moment où probablement l'intelligence artificielle autonome est sur le point de naître. C'est cette vision-là, en fait, qui t'a aidé à écrire? Je voulais pas rester coincé dans l'autobiographie parce que je voulais vraiment avoir le droit d'être romancière. Il faut faire attention quand on représente une communauté. On nous demande tout le temps de livrer nos histoires pour que ça devienne quelque chose comme une sorte de témoignage inspirant qui va venir améliorer la majorité, voilà. Grandir à travers la lecture, etc. C'est bien, il faut ça, bien sûr. Mais je voulais pas être limité à ça. Donc moi aussi, j'ai envie d'écrire un truc dans lequel il y a des scènes de bataille ou des scènes de chasse à moto et tout ça. Je crois que t'es pas encore rendu là, mais ça arrive. Et tu vas voir, plus ça avance dans le livre, plus fonce dans le thriller. Et je pense que le prochain roman qui va se dérouler dans le même univers jouera moins sur l'autobiographie, en tout cas, c'est sûr. Donc, tu es passé à travers l'autobiographie pour te créer un monde et ensuite te libérer de ça pour devenir autrice. Je sais que tu as parlé d'Alexandre Dumas aussi dans ton roman. Tu parlais de Milady. Oui. Est-ce que ça a été la première fois que tu as vu une femme et que tu t'es dit « Wow, OK, cette femme-là, elle me parle ». En tout cas, ça a été une des premières, c'est sûr, parce que à la télé, je parle aussi de Sylvie Vartan, vedette de variété française des années 70, qui était vraiment l'archétype de la femme magnifique avec les cheveux blonds, les longs cils, et voilà, qui avait un petit côté masculin parce qu'elle avait une voix grave et rauque. Alors il y avait un petit truc aussi. J'étais comme Milady, c'est la femme, c'est la méchante, c'est la rebelle, c'est celle qui rentre pas dans le code et c'est celle qui fait trembler les mousquetaires et qui les rend fous. Et ça, je trouve ça
qui les rend fous d'amour et fous de peur. Alors, il y a une telle puissance dans Milady. D'ailleurs, il y a une bande dessinée que j'ai quelque part dans ma bibliothèque qui prend Milady et en fait une héroïne. Même Mercedes, dans le Comte de Monte Cristo, elle est pas complètement, elle est un peu nunuche, mais il y a quelque chose. Il y a quand même une forme de rébellion. Je crois qu'il s'intéressait à ça. Puis lui aussi, on l'oublie, on le dit de plus en plus maintenant, mais c'est quelqu'un Dumas, qui était lui-même issu d'une minorité puisqu'il était métis. Son père était noir et c'était un général pendant la Révolution. Et c'était rare, un général noir dans l'armée révolutionnaire française. C'était le seul. Il a eu un rôle très, très actif dans la Révolution française. Une grande partie, d'ailleurs, des Trois Mousquetaires et du Comte de Monte Cristo sont basés sur les aventures il y a un très bon livre qui s'appelle le Conte noir et qui raconte ça. C'est un essai historique. C'est extraordinaire. Ouais, la rébellion, elle est là dans l'œuvre de Dumas tout le temps. La rébellion, la revanche, ouais. J'espère que vous aimez l'entrevue autant que moi. Et pour suivre toutes les nouvelles du podcast Femmes de Fer, je vous invite à vous abonner à la page Instagram Femmes de Fer Podcast. Moi, j'ai goût de te raconter personnellement une histoire de la première femme qui a fait un impact sur moi. Et c'est aussi, en fait, pour moi, c'est un film, c'est La Matrice. Première scène où Trinity, habillée de façon incroyable et tellement powerful, se retourne et se met à se combattre contre une armée incroyable de gars. Moi, je suis sortie de ce film-là et j'ai fait comme, attends, OK, les filles, on peut être badass. Et pour moi, ça, je sais pas pourquoi si ce film, ben je sais en fait parce que c'est un monde incroyable pour moi, tellement très très fort dans mon imaginaire, La Matrice, mais c'est une femme qui m'a énormément impactée. Ça m'a fait du bien finalement de sortir de ces rôles de fille, princesse et autres. Et en le voyant dans La Matrice, ça m'a beaucoup touchée. Et je veux vraiment faire un lien avec La Matrice parce que écoute. Est-ce que tu es allé jusqu'au bout du roman? Non, il me reste que quelques pages. Hein. Mais je sais où est-ce que tu t'en vas parce que je lis puis je suis comme, OK, il y a quelque chose avec La Matrice, faut qu'on s'en parle. Et dernièrement, j'écoutais une entrevue, je crois que c'était Lana Wachowski ou sa sœur, je me rappelle plus, où on lui a carrément posé la question, est-ce que La Matrice a été écrite en passant aux trans? Et parce que dans le temps, bon, les deux filles avaient pas encore fait leur transition. Elles ont carrément dit, écoute, on a fait La Matrice parce que pour nous, depuis qu'on est jeune, la science-fiction, c'est le seul endroit dans notre tête où on peut vivre, où on est vrai, où on est carrément enlevé de toute limite que la société nous impose. Et moi, ça m'a tellement chamboulée, j'ai fait comme... Et elle disait, ben dans le fond, Néo est non-genré. Oui. Et carrément, c'était ça l'objectif des personnages, de leur créer des forces sans en mettre pointé vers des genres. J'ai adoré cette entrevue-là. On peut la trouver sur YouTube si ça vous intéresse et je trouvais ça vraiment génial. Et là, je me suis dit, bon, je m'excuse, mais il faut prendre ton livre, l'envoyer aux filles et leur dire, ben c'est votre prochain projet. Parce que je vois tellement de liens entre les deux et je trouve que ça vous connecte en tout cas. Mais bon, c'est peut-être une perception personnelle. Parle-moi un peu, toi, de comment tu vois ça, la Matrice. Oh boy, ben oui, alors évidemment, dans le livre, il y a pas mal d'hommages à ça. Et quand j'ai su que la première des deux sœurs faisait sa transition, j'ai revu le film et je me suis dit, bien évidemment, c'est ça. Et le moment clé, d'ailleurs, qui est celui qui décrit la transition de manière la plus efficace, pour moi, plus efficace que Laurence Anyways ou d'autres films qui traitent sur le sujet de la transitude, c'est le red pill ou le blue pill. C'est ce moment où tu dois choisir la réalité dans laquelle tu vas vivre en prenant une pilule. Et c'est vraiment ça la transition. À partir du moment où tu commences à prendre tes hormones, le monde entier change. Et là, on bascule dans une autre réalité. Et ça, c'est le cœur du film. Ouais. J'ai beaucoup aimé ce premier film. Oui, c'est facile de s'identifier à Trinity quand on est trans. Oui. Tout en s'identifiant à Neo aussi. Oui. Ce sentiment aussi qu'a Neo au début du film, où il est perdu. Il est dans son monde, mais il n'en fait pas partie. Et il est un peu paumé. Et il ne sait pas comment vivre. Alors, il a sa petite place dans ce monde-là. Mais il sait que ce monde n'est pas construit pour lui.
Et ça, c'est vraiment le sentiment que j'avais quand j'étais plus jeune et que j'ai encore un peu aujourd'hui. Ouais. Oui, absolument. Je trouvais ça intéressant que tu parlais des pilules. Je peux même pas m'imaginer la peur versus la liberté qu'on a en affirmant ça, ce geste-là. Tout d'un coup, on fait un truc qui va changer le corps. Et il y a des risques, évidemment, des risques de santé qui viennent avec. Moi, par exemple, j'ai fait une thrombose en réaction aux hormones. Donc oui, il y a ces peurs, des effets secondaires et tout ça. Il y a le côté je pourrais pas changer, quoique rien, tout peut toujours changer. Ouais. Mais en effet, c'est une étape très, très importante, qui est libératrice, qui est une belle étape, mais très peu célébrée dans notre société. Ce sont souvent des décisions qu'on prend très, très seuls, face à nous-mêmes, face au miroir, sans beaucoup d'appui. C'est vraiment ce sentiment qu'il y a dans le film où Morpheus donne la pilule à Néo, mais ils sont dans un lieu caché, ils sont pas... Voilà, ils sont entourés ils sont 2 ou 3 et c'est tout, quoi. C'est quelque chose de très, très intime. Ben, c'est ça, ce choix-là, il se fait de manière très intime. Et après ça, il faut aller affronter le monde entier, le système entier. Oui, c'est quelque chose qui peut faire peur et c'est pas pour rien que autant de personnes trans vivent des enjeux de santé mentale, pas parce que ces gens-là ne sont pas bien avec eux-mêmes, c'est pas ça du tout. C'est parce que le monde n'est pas encore tout à fait à l'aise avec nous. Est-ce que tu vois un changement quand même, que les gens deviennent de plus en plus ouverts? Ouais, je le vois au quotidien, ne serait-ce qu'avec le nombre de conversations que je commence à avoir. Pour le lancement de mon livre, par exemple, j'ai dû prendre quelques jours off justement pour faire des entrevues, des podcasts et tout ça. Ouais. Donc, l'intérêt que je vois aujourd'hui dans les médias autour de mon livre, autour de celui de Gabrielle Bouliane-Tremblay, autour de la musique de Backwash, on passe nos temps en ce moment à faire des entrevues, chacune de notre côté, et plein d'autres artistes, il y en a plein. Et on commence à avoir une place. Et partout dans le monde, où là en ce moment dans le monde anglophone, il y a un livre qui s'appelle Detransition Baby, qui est un des best-sellers de la rentrée littéraire anglophone. Donc un peu partout, on s'intéresse à nous. Donc là-dessus, ça change. Maintenant, ce qu'il y a au même moment, il y a une sorte de hausse du volume de la haine sur les réseaux sociaux depuis quelques années, surtout, et ça vient de l'exemple de Trump. Donc, c'est sûr qu'à partir du moment où Trump était profondément anti-trans, Bolsonaro au Brésil, certains chroniqueurs conservateurs, même au Québec, on lit énormément de choses contre les trans. Et plutôt que de nous présenter comme des gens, on nous présente comme un lobby. On nous présente comme des gens qui veulent dénaturer l'espèce humaine, qui veulent corrompre les relations hommes-femmes. J'ai lu dans certains journaux, dans le Journal de Montréal, par exemple, des chroniques assez difficiles à lire quand on est trans, c'est sûr. Le monde est un petit peu plus ouvert, mais on est encore un sujet de débat. Et je crois aussi que vous êtes d'une fragilité incroyable parce que dans ton roman, tu le montres très bien, le personnage revient à son corps antérieur pour survivre encore une fois. La société ne l'accepte plus. Moi, ça m'a marqué cette semaine que l'Arkansas vient de passer un bill pour enlever le droit à l'accès aux traitements médicaux, aux suivis médicaux pour les personnes trans. Oui, moi, je vois le changement. Même pour ma part, il y a tellement de choses qui reviennent en moi, qui me font questionner, qui m'amènent à voir plus grand finalement. Alors que de l'autre côté, il y a une force incroyable aussi qui est fragile. Aujourd'hui, nos politiciens au Québec et au Canada en général sont relativement favorables aux droits des trans. On n'a pas ce genre de transphobie politisée à ce point. Mais ça pourrait arriver. En effet, ça pourrait arriver. Rien ne dit que le Parti conservateur, un jour, ne reviendrait pas aux politiques de Harper, qui, lui, était transphobe. Est-ce qu'on va succomber à la haine que nous imposent les réseaux sociaux, ou est-ce qu'on va rester un peu humain et choisir l'empathie en tant que société? Ça, ce sont des décisions qu'on est en train de prendre en ce moment, quoi. Ouais. Oui, on est de plus en plus connectés avec tout ce qui se passe, mais en même temps, de ce que je lisais aussi dans les entrevues, c'est ce que tu ressens, qu'on est de plus en plus déconnectés aussi d'une certaine façon. Ouais. J'ai l'impression. En même temps, il y a des choses formidables. Le fait que là, en ce moment, on est en train de se parler par caméra interposée en pleine pandémie, alors qu'avant, on n'aurait jamais fait. Sans ces outils-là, on se serait perdu. Chacun aurait été encore plus dans sa bulle. Bon. Donc, heureusement,
Je suis pas contre ces outils. Moi, les réseaux sociaux, par exemple, m'ont permis de me connecter à toutes sortes de personnes trans dans la communauté, d'échanger avec elles, avec eux. Donc ça, c'est formidable. Il y a quelque chose dans ces algorithmes qui favorisent la pensée négative, qui favorise, qui amplifie tout ce qui est scandale, colère, parce que la colère, ben, c'est une émotion qui est tellement forte que ça attire des likes et des partages, et voilà. Alors que la douceur et la gentillesse, peut-être un petit peu moins, et la politesse, certainement pas du tout. C'est plate. C'est plate, la politesse. Ça fait pas de drame. Ça fait pas de drame, ça fait pas de likes et on se le partage pas. À moins que les réseaux sociaux changent leur algorithme de manière radicale, on risque de se retrouver dans... Et c'est ça la grande hypocrisie des dirigeants de ces plateformes-là. Ils le savent, ils ont construit ça. Ils se sont fait des milliards là-dessus et pour l'instant, ils font pas grand-chose. Et en même temps, je veux dire, ma job, c'est de prendre de la pub sur ces réseaux-là. Donc, j'ai passé... Je suis pas en ce moment, je crois... De toute façon, je pense pas qu'ils s'intéressent à ce qu'une fille au Québec pense d'eux, là, pour être honnête. Mais on va dire que je suis pas la business partner idéale pour... Mais ça doit être quand même intéressant pour ta part d'être assez consciente de voir ça, mais de travailler dedans. Et moi, je leur dis, je leur dis. Une pilule, dans le fond. Là. J'ai eu énormément de conversations avec les représentants, surtout le représentant avec lequel je travaille de Facebook au Canada. Oui. OK. À chaque fois, je lui parle de ça. À chaque fois que je prends un petit déjeuner avec lui, il est comme, OK, est-ce que tu vas me dire que je suis en train de tuer la démocratie encore? Je suis comme, ben oui, alors, je vais t'expliquer pourquoi. Et après, on parle pub. Question d'une amie, en fait, qui t'a écouté durant une entrevue de Desjardins, une conférence que tu as donnée pour Desjardins. Et elle trouvait que ta résilience était incroyable face à tout ce que tu as vécu. Elle se demandait comment tu as réussi à développer ça. D'abord, il n'y a pas eu que du négatif, parce que quand on fait une conférence et qu'on veut toucher les esprits un petit peu, c'est sûr que je me concentre sur les aspects marquants. Donc, la fois où je me suis fait insulter, la fois où un client a demandé que je sois viré parce que j'étais trans, la fois où, il y en a beaucoup. Mais il y a aussi des moments de joie, il y a aussi des moments d'amour, il y a aussi des gens d'amitié, qui m'ont appuyé et qui m'ont aidé à avancer. Donc, je sais pas si je suis résiliente, je pense que je suis vivante, c'est tout. Et j'ai l'intention de le rester, donc j'ai pas trop le choix. Il faut y aller jour après jour. On se réveille chaque matin. Hein. Oui. Il faut bien y aller. Aujourd'hui, je me rends compte que je suis même plutôt fragile. Et donc, qu'il faut que je fasse attention. J'ai longtemps joué le rôle de cette personne résiliente. Là, j'aimerais peut-être un petit peu plus accepter ma propre fragilité, me dire, je suis pas obligé d'être winner partout, tout le temps. J'ai le droit d'être fragile, j'ai le droit d'être un peu faible de temps en temps, de ne pas jouer à Wonder Woman. Là. Oui. Peut-être que la résilience aussi, c'est accepter sa propre faiblesse. Autre question pour moi, en fait, il y a eu des questions sur ton processus de créativité parce que ton roman a duré deux ans. En fait, ça t'a pris à peu près 2 ans à l'écrire, c'est ça? Ouais, mais surtout, je dirais 1 année vraiment intense. Oui. Et puis, quelques mois de niaisage avant. Il y a eu le moment où j'ai trouvé un petit peu le propos, la trame et tout ça. Et ça, évidemment, ça a accéléré. Et puis, la décision, quand mon éditrice m'a dit, bon, ben là, on y va, là, on fonce. Ouais. Donc, tu dois écrire 350 mots par jour. Alors, ça a aidé. La deadline. Il faut écrire tous les jours. Oui. Et donc ça a beaucoup aidé. Donc des deadlines clairs, ça c'était il y a 1 an. Mais il y a eu un week-end, je me suis assise à mon ordinateur vers 10 heures et j'ai écrit à peu près jusqu'à 3 heures, 4 heures du matin. Donc j'ai écrit, je sais pas, presque 50 pages en une journée. Et dans ces 50 pages, il y avait à peu près toute la trame du roman. Il y avait un personnage qui est le personnage de Yukio, pour celles qui auront lu le livre, qui n'existait pas et qui est né en un week-end, qui est quelqu'un qui est basé sur quelqu'un que j'ai rencontré dans ma vie, mais je vais donner un gros twist à cette personne-là. À partir du moment où le personnage de Yukio est né, ça devenait une sorte d'objectif parce que mon roman devait mener à Yukio. Tout devait mener vers la rencontre de Yukio, même si la rencontre avec Yukio, elle est, je pense, je sais plus, à la 150e page à peu près. Donc, il y a beaucoup avant d'arriver à ce point-là qui est très important dans l'histoire parce que c'est le moment clé de l'histoire. En fait, ce qui a été surprenant, c'est que je ne savais pas qu'écrire, c'est le même feeling, c'est le même muscle que lire. Quand on lit,
on se dit qu'est-ce qui va se passer à la prochaine page et on anticipe. Hein? On se dit, là, il y a un truc qui va se passer, je pense savoir ce que ça va être. Ouais. Donc déjà, on se projette un petit peu dans l'avenir. Des fois, on est surpris, puis là, c'était pas ça, et là, sacré auteur. Et ben c'est la même chose. T'écris, puis là tu dis, ok, qu'est-ce qui va se passer à la prochaine page? Ouais. Et c'est comme une sorte d'écriture automatique en fait. C'est pas tout à fait planifié, c'est pas tout à fait carré, voulu. Chaque chose s'emboîte. Non, pas vraiment. C'est pas un morceau de Lego quoi. Est-ce que tu ressens un flow quand tu écris? Est-ce que tu es totalement dans ton cocon, ta bulle, appelle-le comme tu veux, mais... Ouais, des éjaculations, des moments intenses et courts, par tranche de 200 mots, 300 mots. Je peux écrire très rapidement des trucs assez nets, et ce sont les plus beaux moments du roman sont souvent des trucs qui ont été écrits très très rapidement. Et après ça, ont été retravaillés quelques fois. Est-ce que tu es déjà en train de plancher sur ton deuxième? Je suis en train de plancher sur mon deuxième. Je sais que ça va prendre la forme d'un journal intime et j'ai envie, il y a un personnage intéressant que j'ai envie de suivre et voir le monde à travers des yeux neufs. Et je trouve que ça, et pas mes yeux. Donc, ça, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Maintenant, il faut trouver un bel équilibre entre, j'entends ce que les premiers lecteurs, les premières lectrices qui sont en train de lire le livre en ce moment, j'entends ce qu'ils me disent. Ils aiment le côté introspection, le côté philosophie, le côté réflexion sur la société et tout ça. Moi, j'aime écrire, j'ai eu le plus de fun sur des trucs un peu plus thriller. Donc, je vais m'assurer de garder un équilibre entre ces deux aspects-là. Parce que si tout d'un coup, ça devient juste un épisode de Black Mirror, je crois que c'est pas exactement ça que je vais faire. Moi, c'est ta vision. En fait, moi, quand je dis un auteur, une autrice, c'est la vision de cette personne-là qui m'intéresse aussi. Puis ça peut être extrêmement camouflé dans l'action, comme ça peut être grand qu'une lecture assez philosophique, dans le fond. Moi, j'aime ça quand les gens qui écrivent s'amusent avec ça. Ben, je me suis amusée, en tout cas. Alors voilà. Ben, merci beaucoup, beaucoup. D'avoir pris le temps de me parler aujourd'hui. J'ai bien hâte. Bon lancement. C'est quoi le feeling de dire « OK, mon roman est en librairie ». C'est fou. D'ailleurs, faut que j'aille. Je vais aller faire un petit tour dans les librairies là pour aller le voir. C'est incroyable. Il y a deux moments formidables. Je crois, c'est aller dans une librairie voir son livre. Et dire aux gens autour, c'est moi qui l'ai écrit, et là, les gens autour disent, je m'en fous un peu. Mais cette fierté-là, c'est formidable. J'imagine que c'est un petit peu la fierté de parents quand ils voient leurs enfants jouer au baseball ou au hockey, puis qu'ils disent, ça, c'est à moi, ça, c'est moi qui ai fait ça. Donc, c'est un peu ce feeling-là. Et l'autre chose aussi que j'ai pas encore fait, c'est glisser mon livre dans ma bibliothèque et à côté de quel auteur je vais le placer. Parce que, est-ce que je le mets à côté de mes livres d'Alexandre Dumas? Je trouve que c'est un peu prétentieux de faire ça. Donc, est-ce que je les mets à côté de mes livres de science-fiction? Je sais pas. Voilà. Alors, ça aussi, c'est drôle de voir son livre dans une bibliothèque. C'est quand même cool. Alors, quand tu le feras, tu le mettras sur Instagram. J'ai hâte de voir ton choix. Je veux savoir à quel endroit tu vas le mettre dans ta bibliothèque. Je trouve pas ça prétentieux, Alexandre Dumas. C'est une inspiration incroyable. Donc, ça vient ensemble. En terminant, je veux te demander qu'est-ce que ça veut dire pour toi, femme de fer? Dans mon livre, je parle beaucoup du kendo. C'est un art martial japonais. C'est de l'escrime. Quand j'étais jeune, je pratiquais ce sport-là, cet art martial-là, pour essayer de me viriliser. À coup de batte de bambou, de me faire que la femme en moi disparaisse. Mais j'ai l'impression que la femme en moi, elle était en fer et pas en bambou. Aujourd'hui, j'aime bien m'imaginer une espèce de femme samouraï avec une épée en acier, une mousquetaire, une milady quelque part à l'intérieur de moi et que c'est elle qui tire les cordes et qui dirige, quoi. Donc, c'est ça, une femme de fer, une combattante. Merci beaucoup. On n'arrête pas de se dire je sais, j'arrête pas de dire bye parce que dans le fond, il y a tellement de choses qu'on peut se dire et qu'on pourrait faire un deuxième, un troisième podcast, mais on se donnera rendez-vous au prochain roman. Au prochain roman ou peut-être autre chose, mais ça me fait vraiment plaisir. Je crois que c'est une des plus belles entrevues que j'ai fait depuis le début de la promotion du livre. Merci beaucoup. Ça me touche beaucoup ce que tu dis, énormément. Je veux savoir si les gens veulent te contacter, c'est quoi la meilleure façon pour te suivre?
Instagram. Chris Bergeron. LinkedIn, j'ai une bonne communauté qui me suit sur LinkedIn. Bizarrement, c'est là où il y a le plus de gens avec lesquels je communique. Donc, sur LinkedIn, Miss Chris Bergeron. Merci beaucoup, beaucoup pour ton temps. Ça fait un réel plaisir de te parler. Ça me fait plaisir. Merci d'avoir été à l'écoute. J'espère que vous êtes incroyablement inspirés pour vos projets. Si ça vous intéresse de garder contact, rendez-vous sur Instagram sur le compte de Femmes de Fer ou abonnez-vous à l'infolettre. Et si vous aimez l'épisode, vous pouvez laisser un commentaire. C'est ce qui me motive à trouver les meilleures femmes de fer pour vous. Et je vous dis à la prochaine.